Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, j'ai décidé de revenir sur un film de super-héros culte et fondateur sorti en 2002, réalisé par Sam Raimi, le premier de sa fameuse trilogie Spider-Man, qui est sorti l'année de mes 20 ans. J'avais 20 ans et demi à 2 jours près d'ailleurs quand il est paf, venu au cinéma comme ça, et que j'ai acheté par la suite en VHS. Étrange, j'avais déjà des DVD à l'époque, mais voilà, hein, génération magnétoscope, que voulez-vous. Au casting, nous y retrouvons Tobey Maguire dans le rôle du héros, Kirsten Dunst, voilà, qu'on ne présente plus hein, maintenant, d'autant plus que déjà à l'époque elle était assez connue, Willem Dafoe, hein, qui interprète le bouffon vert, le méchant, James Franco, son fils, Rosemary Harris et Cliff Robinson dans le rôle de la tante et de l'oncle de Peter Parker, J.K. Simmons, le journaliste Jonah Jameson, et citons aussi des apparitions assez rapides de Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Sam Raimi dans la trilogie Evil Dead, qui joue un annonceur de catch et justement un catcheur, Randy Machoman Savage. Et oui, moi qui regardais le catch quelques années auparavant, bah voilà, déjà à l'époque ça m'avait rappelé des souvenirs. Et justement, en parlant de souvenirs, ça faisait un bail que je n'avais pas rematé ce métrage. Et j'ai eu envie d'ailleurs, je vais me refaire la trilogie Sam Raimi, hein. Attendez-vous à voir des vidéos Spider-Man 2 et 3 ces prochaines semaines, puisque l'ami Nico Ciné prépare un live sur l'homme araignée, et oui, début février, le premier samedi de février, le 5 ou le 6, je sais pas, j'ai pas le calendrier sous les yeux, et donc voilà, hein. Quitte au moins à participer au début de ce live pour parler de ces 3 films-là, parce que malheureusement après pour les Amazing Spider-Man, j'attends quelqu'un pour les découvrir sur le tard, et vu la période en ce moment, ça m'étonnerait qu'on les ait vus d'ici là. Mais bon, peu importe. Ici donc, l'histoire claire de l'origin story de Spider-Man, le jeune Peter Parker, un adolescent pas très populaire, un petit peu bullied, hein, clairement harcelé par certains gros bras du lycée, qui un beau jour, lors d'une visite dans un laboratoire à araignées, va se faire piquer, pouf, par une petite araignée qui s'était échappée, la 14e araignée qui avait disparu du labo. Et là, il va rentrer chez lui, il va pas se sentir bien, mais très vite se réveiller, rendre compte, tout simplement, qu'il a des pouvoirs, des réflexes extraordinaires, et puis il n'a même plus besoin de lunettes, etc. Tout ceci, ça l'amuse un peu, enfin, il va essayer d'en tirer profit, d'autant plus qu'il est amoureux de sa voisine, secrètement, Mary Jane, et qui va enfin, d'ailleurs, le remarquer, il n'a plus de lunettes, donc elle le remarque. On reviendra sur le personnage de Mary Jane. Et en parallèle, vous avez son meilleur pote, fils de riche, hein, Harry, dont le père est président d'une corporation, tout ça, la Oscorp, Norman Osborn, hein, voilà, rien à voir avec Ozzy Osbourne, évidemment. Et bon, il va se passer quelque chose autour de ce monsieur qui va tester sur lui les trucs particuliers, parce qu'il a la pression des résultats. Et malheureusement, ce monsieur, du coup, va se transformer en personnage étrange, le fameux bouffon vert, Green Goblin en VO, qui va le rendre schizophrène, hein, le syndrome du doppelganger. Et c'est l'une des thématiques du film, d'ailleurs. Le double, le super-héros et son double humain, et le méchant et son double humain aussi. Et ça va jouer en intersection comme ça entre les deux personnages, c'est l'une des forces du métrage. Et donc, vous avez compris, hein, Peter Parker va découvrir ses pouvoirs, devenir le super-héros qu'on connaît, même s'il a des débuts difficiles, hein, la presse notamment, hein, Jonah Jameson, et aussi la population a des doutes sur les intentions. Voilà, un super-héros, oui, il va sauver des gens, mais il est masqué, pourquoi? Que cache-t-il, hein? Et puis, donc, les affrontements avec le Green Goblin, puisque sa face humaine a été dégagée par l'armée, parce que gros profit, corporation, tout ça, donc, voilà, un super vilain, un méchant qui est le produit du capitalisme. Vous voyez un petit peu le reflet sociétal d'un film, d'un tel film, alors que justement Peter Jackson, j'allais dire, non, Peter Parker, voyons, et lui aussi hein, est un petit peu le rejeté de la société, etc. Avec son oncle et sa tante, il n'a plus de parents, et puis même à un moment un drame familial qui va lui faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Petite chose que son oncle lui dit un moment en voiture et qui aura un écho jusqu'à la fin de ce film. Alors je ne vais pas spoiler plus que cela, même si je pense que vous avez, allez, je pense 95% d'entre vous qui êtes sur cette vidéo avaient vu ce film. Bon, c'est ce qu'on peut appeler une petite perfection d'origin story. Le film ne l'est pas ultimement hein, parfait, il y a des petits défauts, de vieillissement. Les effets spéciaux, forcément, si un jeune tombe sur ce film alors qu'il a déjà vu pas mal de métrages du MCU,
ou du DCU, forcément, il va un petit peu, ouais, c'est vieillot et tout. Mais attention à replacer dans un contexte, pour l'époque, bon, gros blockbuster, tout ça, hein, enfin Marvel ose offrir une adaptation cinématographique du super-héros le plus populaire de l'Amérique, qui a bercé des générations, donc ça aussi, probablement dû au succès de X-Men, hein, sorti 2-3 ans avant, enfin, pas loin avant, enfin, peu avant, j'ai pas trop les dates en tête là. Et oui, évidemment, il y a les effets spéciaux à l'époque, ce n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Mais alors, il y a aussi la force de ce film, c'est comment Sam Raimi arrive à maîtriser au niveau de sa mise en scène et de son rythme, l'action, les enjeux dramatiques, l'humour aussi. Un peu cartoonesque. D'ailleurs, le personnage de Green Goblin avait été un petit peu critiqué, notamment le jeu de Willem Dafoe avec, un petit peu cabotin et tout, mais ça colle parfaitement avec un personnage qui devient timbré, qui a le syndrome du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, si vous voulez, doppelganger, dédoublement de personnalité, schizophrénie, et c'est normal qu'on le voit interpréter surjoué face à son miroir à un moment. Et le costume du Green Goblin, qui est très éloigné de celui des comics, ça avait fait un petit peu polémique à l'époque. Apparemment, Willem Dafoe lui-même ne voulait pas porter ce masque qu'il trouvait un peu ridicule. Donc, ils en ont fait un plus militaire. Et ça colle parfaitement avec le contexte. Puisque Harry Osborn, enfin non, le père du coup, Norman Osborn, est dans le domaine militaire. Donc, c'est pas illogique de le voir comme ça, avec une armure, etc. Plutôt que, voilà, un truc plus plastico-élastique. Donc voilà, c'est justifié. Et puis, Sam Raimi a quand même voulu prendre certaines libertés avec le comics, de base. Le premier amour ici, le Peter Parker, n'est pas celui qu'il est dans les comics, c'est donc MJ, hein, Mary Jane Watson. Et il y a ce personnage, justement, alors, c'est peut-être, voilà, le défaut du film pour moi, si tout est parfait dans le rythme et tous les enjeux dramatiques extraordinaires, alors je vais pas spoiler ici, mais vous voyez de quoi je veux parler, notamment l'évolution de Peter Parker, qui est classique, mais parfaite, avec ce final. Pour moi, le final est parfait. Voilà, il annonce le très bon deuxième film derrière, enfin, voilà, ça lance parfaitement la trilogie. Mais le personnage de Mary Jane, avec le recul, ce n'est pas super finement écrit. Disons quand même que la fille, elle va être amoureuse de quoi, 3-4 gars dans le film. Hein. Clairement, d'abord le gros bras du lycée, la Flash, qui va maltraiter Peter Parker, mais qui va ensuite être victime des nouveaux réflexes de Peter Parker, qui commence à devenir Spider-Man. Ensuite, elle va être avec le meilleur ami, donc Harry Osborn de Peter Parker, colocataire, fils de son ennemi, bon, il ne le sait pas, voilà. Ok, puis après, elle va être amoureuse enfin, de Spider-Man, de l'idée de ce qu'elle se fait de ce héros, parce qu'il va la sauver 2-3 fois dans le film quand même. Et puis après, voilà, Peter Parker aussi va tomber sous son charme. Bon, ça fait un peu girouette, même s'il y a des ellipses dans le film, hein, il se passe quelques mois quand même, voilà, dans le métrage, on voit un time-lapse à un moment, avec les actions de Spider-Man qui devient le héros ou pas de la ville. Et donc, ouais, écriture un petit peu faiblarde, manque de profondeur, même si c'est, sur le final, beaucoup plus intense, et ça justifiera pas mal de choses pour la suite. Par contre, oui, les enjeux sont très forts. Et alors, ça paraît cliché. Là aussi, si vous regardez ce film, vous les jeunes, après avoir vu certains films récents de super-héros, vous allez vous dire « Ouais, mais bon, j'ai déjà vu ça quelque part. » Et évidemment, ici, on a un film fondateur. C'est clairement la recette pour faire un très bon film de super-héros qu'on voit là. Question de génération. Moi qui suis bientôt quarantenaire, bref, je vois ce film-là, je revois ce film-là, etc. Je me dis, oui, c'est un peu vieilli avec le temps, mais contextualisons avec tout ce qui s'est passé derrière. C'est clairement, comme je le disais en intro, fondateur, quoi, tout simplement. Donc, en replaçant ça dans la timeline, dans la chronologie des films de super-héros qui ont pu sortir depuis plus de 20 ans maintenant, enfin 20 ans, ici bientôt 19 ans déjà quand même, bah voilà, hein, rien à dire. Et puis oui, toutes ces citations, il y a beaucoup de punchlines, hein, probablement la plupart sorties des comics d'ailleurs. Alors je n'ai lu aucun comic Spider-Man, oui, vous pouvez me taper dans tous les sens, mais voilà, donc je peux pas faire de comparaison, mais c'est très fort, quoi. Il y a beaucoup de réflexion humaine, hein, tout simplement. Et puis le final, je veux pas en dire plus, pour pas spoiler, j'ai pas envie de faire de zone spoiler pure, mais l'évolution donc de chaque personnage, à part Mary Jane, mais bon, elle évolue en tant que telle, notamment du fils donc de Norman Osborn, hein, je dis pas ce qui va lui arriver au Green Goblin, mais bon, vous pouvez imaginer, il y a une finalité très très forte, et des choix qui doivent être faits par Peter Parker, qui se rend compte qu'être un super-héros, c'est pas facile. Déjà, il y a des responsabilités, mais tu peux pas être aimé de tous, même si à un moment, la ville de New York est derrière son héros, le héros populaire, ça sera encore plus marqué dans une scène du métro, hein, si vous voyez bien dans Spider-Man 2, donc il y a beaucoup de choses là-dessus, mais à un moment, bah, tu peux pas avoir ce que tu veux, donc le beurre et l'argent du beurre. Si tu dois agir dans l'ombre et sauver les gens, bah,
Quid de ta vie privée? Tu dois faire attention de ne pas trop en faire, pas trop en dire, et pas trop tirer profit de tes super pouvoirs dans ta vie privée. Donc aussi agir en tant que solitaire et te mettre en retrait. Là, le final là-dessus est parfait. Et puis avec cette allégorie du dilemme pendant tout le métrage, dédoublement de personnalité, dilemme, deux rôles à jouer en même temps, être crédible dans ces rôles-là, et tout simplement vivre sa vie. Ce n'est qu'un adolescent quand même. Il y a aussi cette allégorie de l'adolescence, avec le changement, la transformation de Peter Parker. Et puis ces scènes, voilà, au début avec l'oncle, etc. Responsabilité, mais aussi culpabilité, vengeance, tout y passe et c'est brillant, tout simplement. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que j'ai été assez long sur ce Spider-Man, numéro 1 du nom. Et n'hésitez pas à dire en commentaire votre lien affectif, personnel avec ce film, et ce que vous en pensez, tout simplement. À la prochaine, ciao!